Rebonjour à tous. Nous sommes là donc pour le cours d'hébreu avancé. Nous avons commencé à travailler sur le manuscrit 22, numéro 22 de la grotte 1 de Qumran. On a commencé à faire déjà quelques mots au début de la première ligne. Je vais donc vous montrer tout de suite, d'abord remettre le texte à l'écran. Voilà. Et donc, on a commencé à faire les premiers mots, Vayikra, Al ou El Moshe Elohim, et on avait expliqué donc comment vocaliser Elohim et pourquoi est-ce que Elohim se vocalisait avec un Khatef Segol. Euh, bon, c'est bien. Pas de questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin? Non, c'est bon pour vous? Bon, c'est très bien. Euh, euh, eh bien, à ce moment-là, on continue. Qui veut nous lire les mots qui suivent? Quelqu'un est Moi, je veux motivé? bien. Oui, je vous écoute. Alors attendez, que je regarde. Qui parle? J'essaie de voir sur l'écran. Euh, c'est Hervé Renard. Ah oui, voilà, ça y est, je vois la caméra. Très bien, super. Alors, je vous écoute. Voilà, donc Elohim, B. Arbahim, Hashana, B. Arbaim Datzet, Hashana. Bnei Alors attendez, Israël. déjà on va vocaliser ça, c'est très bien. Donc B. Oui. Arbaim Hashana, on va l'écrire là. Donc on est toujours, attendez, je vais juste noter ça sur l'écran, on est toujours un Q22, 1. Euh, et donc, on avait donc l'expression, alors, B, A, attendez, Arba, In, Ha, Sha. Donc, je vais déjà recopier déjà le texte tel qu'il était écrit, tel que je l'avais envoyé là, B, Arbaim, Hashana. Euh, et donc, comment vous le vocalisez? Alors, B. Shva, Hashva, Ar, Patar Patar, et Dagesh sous le Resh. Dagesh, non, Shva Euh, sous le Resh, vous voulez dire. oui, Shva, oui, pardon, Oui, excusez-moi. oui. Sous le Bet Kamatz Un et Kamatz sous le Rirek Bet. sous le Haïn. Sous le Haïn. Voilà. Donc ça, c'est la vocalisation proposée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il manque quelque chose? Ah oui, il y a aussi un Alors, Dagesh dans le Bet. un dagesh dans le bet, lequel? Le Le premier. premier. Voilà. Ok, effectivement. Alors pourquoi on met un dagesh dans le bet au Parce début? qu'il suit une consonne et non une voyelle. Parce qu'il suit une consonne et non une voyelle, Suit- d'accord? Donc effectivement, la bégat kefat, hein, les six consonnes qu'on appelle les bégat kefat, hein, c'est bet, gimel, dalet, kaf, pe, tav, sont fricatives lorsqu'elles sont précédées d'un élément vocalique. J'avais la bouche ouverte, bon, je ne prends pas la peine de la fermer complètement, donc je vais avoir une prononciation fricative de la consonne. Là, en l'occurrence, elle n'est pas précédée par une voyelle, donc on met donc un dagesh léger dans le bet. Très bien. Et puis aussi, il y a aussi un Dagesh dans le deuxième Bet, puisqu'il suit un Shfa qui est sans. Voilà, et un dagesh dans le deuxième bet parce qu'il suit un shfa qui est sans. Voilà, effectivement. Dans le deuxième bet aussi, on va mettre un dagesh. Il est directement précédé d'une consonne, arba'im. Le shfa que vous avez là n'est pas un shfa mobile, un shfa voisé, c'est pas un shfa qui résulte de la chute d'une voyelle, donc il n'y a pas d'élément vocalique avant, donc on met aussi euh, un dagesh dedans. Bon, euh, très bien. Euh, le, tout le monde est content avec ça? Oui, très bien. Comment vous le traduisez ça? 40e, Le 40e. la D'accord. 40e année. Donc alors la 40e année, on n'a pas encore. Oui, alors on peut regarder effectivement vous dites l'année parce que c'est le mot suivant. On peut tout de suite vocaliser le mot suivant si vous voulez. Oui, Alors, donc Patar sous le He. patar sous le Après, he, c'est un Shin avec un Dagesh. Et avec Kamatz sous le Shin et sous le Nun. kamas sous le shin et kamas sous le. Donc hashana. D'accord.
Donc Hashanah, c'est l'année, effectivement. Euh, Alors, qui est au euh, singulier parce que je crois que, enfin, oui, bref. oui, vous dites elle est au singulier parce que. Non, s'il y avait 40, même s'il y avait 40, on mettrait au singulier, je pense, parce que Shana, quand c'est au-delà de 10, je crois qu'on compte, on Ah n'écrit oui, pas Shana au pluriel. alors la question qui est posée, effectivement, c'est de dire est-ce qu'on mettrait Shana au On attendrait, pluriel oui, si c'était 40 années. Alors, oui, c'est ça, voilà. effectivement, même si on voulait dire 40 ans, on sait que pour les nombres, en général, quand il n'y en a pas beaucoup, effectivement, on met du pluriel. Et puis, finalement, quand il y en a beaucoup, on se dit, oh, il y a une grande quantité, et donc on revient au singulier. Donc, effectivement, vous allez avoir Shanim, Shne, Shanim, par exemple, etc., 2 ans. On va dire Shnataim en général d'ailleurs, mais après, très vite, si vous dites 40 ans, vous allez effectivement dire Arbaim Shana. Vous l'avez d'ailleurs dans la Bible, je peux vous montrer, regardez ici, dans Genèse 5.13, Vahi Kenan Achare Holido, donc Genèse 5, hein, c'est toutes les généalogies des patriarches entre les 10 générations d'Adam à Noé. Et donc on nous dit, Kenan vécut après son engendrement de Mahalalel, Arbaïm Shana. Voilà. Donc il vécut 40 ans. Et on dit 40 au pluriel, effectivement, c'est le pluriel de Arba, euh, mais Shana au singulier. Et ensuite, on dit ou Shmoné Meot Shana. Et Shmoné, bon, ça c'est 8. Shmoné Meot, 8 centaines, hein, d'années. Mais on dit 8 centaines d'années, et l'année, c'est une sorte de collectif, vous voyez, c'est comme vous prenez de la confiture, 8 kilos de confiture, confiture reste au singulier, il y en a beaucoup, mais voilà. Et donc, il y a un peu ce phénomène-là en hébreu, dans les langues sémitiques de manière générale, où vous allez avoir effectivement le nom qui est multiplié, mais qui reste au singulier, en fait. Voilà. Donc ça c'est le phénomène que vous allez observer. Et pareil, si c'est 40 jours, vous voyez, vous allez avoir Arbaim Yom, 40 jours. Arbaim Laila et 48. Donc ça c'est voilà, c'est assez classique effectivement d'avoir d'avoir le pluriel ici. Alors euh, là, ce que je trouve intéressant, c'est que on a l'idée du 40e. Alors il y a une petite chose à vérifier euh, à ce niveau-là, c'est que assez souvent, attendez, il faut que je mette ça ici comme ça, euh, assez souvent, en fait, euh, on est, comment dire, la, euh, euh, bon, c'était autre chose que je voulais dire, je suis en train de réfléchir à ce que je voulais dire, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Disons, euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est la présence de l'article défini entre le numéral et l'année. Hein, parce que là, on a Hashana, on n'a pas le numéral lui-même, mais Arbaïm, il est entre crochets. Ce qu'on lit, c'est Hashana. Mais justement, vous pouvez regarder, je vais essayer de vous trouver une occurrence, 4Q 171. Je me l'étais noté à la ligne 7, ici. Oui, c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez aussi ici, regardez, un autre texte de Qumran, où vous avez aussi l'expression Arbaim Hashana, euh, sauf que, évidemment, ici, on nous parle sauf Arbaim Hashana. Donc c'est à la fin de 40 ans. Et là, non seulement Shana reste au singulier, on a 40 ans, mais on a même l'article défini.
Euh, euh, donc, à la fin de 40 ans, et pourtant, on a Arbaïm Hashana. Euh, Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un état Arbaïm, c'est construit? 40. Oui, oui, Arbaïm, c'est 40. Alors, donc, effectivement, on se pose la question, là j'entends quelqu'un qui demande est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un état construit. Moi? Alors, se pose la question, non, parce que le pluriel construit, c'est pas im, Ah oui. Oui, d'accord. Oui, c'est oui, bien sûr. tiré-iode. Donc là, on n'a pas un état construit. Alors, quand on n'a pas un état construit, on pense peut-être que ça pourrait avoir une valeur adjectivale. C'est-à-dire qu'on, là, au niveau de la vocalisation, on a vocalisé B arbaïm avec un schwa sous le bet. Sous-entendu, il n'y a pas d'article ha. Vous savez la différence quand vous avez un article défini qui se cache, quand vous mettez une préposition bête devant un mot qui lui-même a un article, vous savez que l'article défini va être absorbé, mais qu'on va le voir quand même. Est-ce que vous savez comment on sait qu'il y a quand même un article défini? Et oui, il y a un patard. Ouais, un patard. Donc, Il y a un patard. typiquement, quand vous avez Hashana, si je mets l'article devant, c'est dit ba, devant B Hashana, on ne va pas l'écrire comme ça, on ne va pas juste écrire B Hashana. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, pardon, j'ai trop supprimé. Euh, euh, donc, comme je disais, on va à ce moment-là écrire Bashana. Voilà. Et quand vous avez Bashana, c'est qu'en fait, vous savez que vous avez le Hashana, que vous avez mis le bet devant, et que le bet a absorbé l'article défini. Donc, là, de la même manière, si on supposait qu'il y avait un article défini ici, Ha-Arbaim Hashana, alors on aurait Ba-Arbaim Hashana. Donc vous auriez quelque chose comme ça, Ha-Arbaim Hashana. Normalement, le He se mettrait avec un Dagesh, mais comme le Aleph n'aime pas de Dagesh, on va compenser en mettant un Kametz. Et donc le Bet va se substituer au He, et donc on va avoir quelque chose comme Ba, mince, oula, on aurait Ba Arbaim Hashana. Les deux en apposition, mais là c'est quand on met deux termes en apposition, c'est typiquement on a un nom et un adjectif. Hein. L'année, la grande année, Hashana, Hagdola. Et là vous répétez l'article défini. Vous répétez l'article défini quand vous avez un nom et un adjectif. Hashana Hatova, la bonne année. Je dis ça parce que c'est Rosh Hashanah, donc vous pouvez souhaiter Shana Tova à tout le monde. Donc là, voilà. Mais là, donc non, on n'a pas un état construit, on n'a pas non plus une imposition, parce que Ba Arbaim Hashana, donc Ha Arbaim Hashana, c'est dans les 40, l'année, ça, c'est pas terrible non plus. Donc, comme ça avait été vocalisé, proposé, c'était bon, Be Arbaim Hashana, c'est dans 40, l'année. Mais c'est pas 40 de l'année, c'est pas un état construit. Donc, il y a une forme d'apposition. 40 d'ailleurs doit être compris comme 40e, parce qu'effectivement, c'est pas dans 40 l'année, voilà, voilà, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. On comprend qu'ici c'est la 40e année, qu'il faut traduire par comment ça, un ordinal ou un cardinal, j'ai oublié comment. Ordinal. Ordinal, voilà, c'est ça, un ordinal, voilà. Voilà, si on avait dit 40 ans, pendant 40 ans, on aurait dit, alors, sauf que justement, je viens de vous donner un exemple où on a quand même l'article, si vous voulez, justement, où on dit, là, une période de 40 ans, Arbaïm Hashana, on l'a attesté. Mais sauf Arbaïm Hashana. Donc, on a aussi à la fin des 40 ans. Donc, c'est un peu surprenant de voir ce hé. C'est une syntaxe un petit peu surprenante, qui est possible quand même. Mais c'est vrai qu'on attendrait plutôt, en hébreu biblique, d'avoir Be'arbaïm Shana pendant 40 ans. Alors que là, Be'arbaim Hashana semble plutôt indiquer que c'est la 40e année. Au niveau syntaxique, on distingue justement le fait de dire 40 ans de la 40e année, puisque 40 ans, l'année s'écrit quand même au singulier. Vous voyez, si on avait eu, je ne sais pas, Shanim Arbaim, hein, Shanim Arbaim, pendant 40 ans. Normalement, c'est comme ça qu'on attendrait si Arba était un adjectif. Normalement, l'adjectif se met après le nom.
les années nombreuses, hein, Shanim Rabot, quelque chose comme ça, voilà, de nombreuses années, donc des années nombreuses, des années 40 ou je sais pas quoi, mais c'est tout le problème des chiffres et des nombres, c'est que ce ne sont pas juste des adjectifs. Enfin, ce sont des adjectifs, mais qui ne sont pas utilisés. La syntaxe n'est pas celle classique des adjectifs, et ce n'est pas non plus la syntaxe classique d'une apposition de nom. Donc on a une syntaxe un peu unique, avec des caractéristiques effectivement uniques, comme je disais, où vous allez avoir le terme shana qui va rester au singulier, alors qu'avant, on parle bien, il y en a bien plusieurs, puisqu'il y en a 40. Et là, du coup, ce qui fait que, et par ailleurs, les adjectifs, les numéros qui ne sont pas forcément, donc un adjectif numéral qui, là, peut être ordinal, avoir une valeur ordinale, sans que ça se voit. Parce qu'on peut aussi, il y a aussi des ordinaux, quand on dit shlishi, c'est le troisième ou le tiers. Revi'i, c'est le quatrième, vous voyez. Donc, c'est pareil, il y a aussi parfois des ordinaux qui existent en hébreu, mais pas non plus pour tous les chiffres. Là encore, pour beaucoup de chiffres, après, on en a quelques-uns, puis après, de toute façon, on utilise les mêmes adjectifs, les mêmes numéros AUX à la fin, hein, qui servent aussi d'ordinaux. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est un peu la difficulté liée aux chiffres dans les langues sémitiques en général, et là, en l'occurrence, en hébreu. Donc effectivement, voilà, c'est un peu une syntaxe, disons, qui sort un peu de l'habitude. Mais bon, heureusement, bon, ça, on le sait, on sait que c'est les chiffres, donc on sait qu'il y a une syntaxe particulière, et on sait que cette syntaxe, elle peut être fluctuante également. Donc, B Arbaim Shana, Hashana, soit vous pouvez le traduire donc la 40e année ou en 40 ans. Mais là, évidemment, dans le contexte, puisqu'on venait de traduire, on avait dit Vayikra al Moshe Elohim Be Arbaim Hashana, voilà, il faut le traduire plutôt, voilà, Elohim appela Moïse la 40e année. Et pas pendant, il ne l'a pas appelé pendant 40 ans. Sinon, c'est le pauvre, ça fait 40 ans que je t'appelle, pourquoi tu ne me réponds pas? Bon, bref. Voilà. Euh, c'est bon pour vous? Des remarques, des questions? Ok, très bien. Alors à ce moment-là, on continue. Je ne sais pas si vous voulez continuer ou si quelqu'un d'autre veut le faire. Je veux bien, mais si quelqu'un d'autre veut le faire, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, allez-y, vous êtes parti, donc on vous écoute pour la suite. Bon, Hashana, Latzet, Bnei Israël, El Me'eretz Mitzrayim. Alors on va s'arrêter Voilà, là peut-être d'abord. s'arrêter là pour l'instant. Ouais, ouais. Donc j'écris le texte. Donc la Tset Bnei Israël. C'est comme ça que vous l'avez euh, Oui, prononcé. Alors, oui. comment vous le vocalisez? Alors, Kamatz sous Lamed, Kamatz. Tséré Oui. ensuite, et puis après rien du tout. Bnei Dagesh dans le bête, avec Dagesh. Shva. Shva. Ensuite, Tséré sous le Nun, Tsere. Israël, Rirek, Rirek. Shva sous le Sin, Kamat sous le Resh et Ségol sous le Et Aleph. c'est Gol sous le Aleph. Voilà. Ok. Alors, on va regarder ça. Est-ce que tout le monde est d'accord déjà? La Tset, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vocalisé aussi? Pardon? Letset, c'est-à-dire avec un shfa? Ok, avec un shfa, letset. Quelqu'un a mis autre chose? Hein? Pardon? Un Euh, le chirek. fait de, le fait de Litset. mettre Bnei, c'est le fait de mettre Bnei, c'est pour dire qu'il s'agit de quelque chose Alors au attendez, pluriel ou attendez, pour l'instant on est à 7, d'accord? Pour l'instant je répondrai, mais pour l'instant on fait le premier mot. J'entends qu'il y a des questions sur Bné, mais pour l'instant on est sur 7 et la vocalisation du Lamed notamment, puisque j'ai trois propositions de vocalisation, Kametz, Shva et Chirek. Quelqu'un a proposé autre chose? Non? Ok. Et puis ensuite la deuxième voyelle, un tséré, tout le monde a mis tséré? Ségol aussi. Bon, ok, très bien. Alors, euh, comment on s'en sort de tout ça? Déjà, on va commencer par le lamed.
C'est la préposition lamed, d'accord? La préposition lamed, euh, euh, effectivement, on a l'habitude de la mettre, de la vocaliser shfa. Donc, je comprends que on a effectivement, c'est la tendance de mettre un shfa. En l'occurrence, ça n'est pas la vocalisation primitive de cette voyelle, de cette préposition. Cette préposition a une vocalisation primitive qui est un A, tout simplement, euh, comme le conjonction vav, etc., etc. Mais qui est très rare en hébreu, parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, on va de fait la, la réduire à un simple shfa, elle est préfixée au mot qui suit, etc. Et puis si on a besoin de faire remonter le shfa en voyelle pleine, ça c'est quand on a deux shfas qui se suivent, hein, quand on a deux shfas qui se suivent, le premier doit remonter en voyelle pleine, alors là, on va effectivement mettre un chirek. Donc si on avait un shfa ici sous le tzadé, là effectivement on dirait ah, on va mettre un chirek. Donc le shfa, comme je vous dis, s'explique parce que précisément en général, on se dépêche de prononcer ces petites prépositions, le bet, le kaf, le lamed, quand vous préfixez une de ces trois prépositions, l'idée c'est de dire on ne s'y attarde pas trop, donc on a tendance à mettre un shfa. Et comme je vous dis, donc effectivement, là, on a tendance à mettre un shfa, et quand il est lui-même suivi par un autre shfa, il faut qu'il remonte en voyelle pleine, et dans ces cas-là, en général, on va mettre un chirek, sauf si, il y a d'autres choses qui font que ça pose problème, notamment si la deuxième est une gutturale, qui va avoir un shfa avoisé, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas de shfa sous le tzadé, on va avoir une voyelle pleine. Alors, on a dit tséré ou ségol, on va y venir. Surtout, le aleph, lui, on n'a pas mis de voyelle, on considère qu'il est quiescent, et ça, on va le vérifier tout à l'heure, mais disons que si là, on n'a qu'une seule syllabe, tset, voilà, si on n'a qu'une seule syllabe, de fait, c'est cette syllabe qui va être accentuée. C'est la dernière syllabe qui est accentuée, donc c'est tset. Or, précisément, on sait que en hébreu, je vous avais dit tout à l'heure que l'antéprétonique tombe, mais la prétonique, elle ne tombe pas. C'est très rare d'avoir en hébreu une prétonique qui tombe. C'est-à-dire des mots où il y aurait deux syllabes et la première syllabe serait un shva. Quand vous voyez ça en hébreu, en général, c'est un aramaïsme. C'est une contamination de l'araméen. Bon. En général, ce qu'on va faire, c'est au contraire, dans ces cas-là, eh bien, on est dans une syllabe ouverte, et donc on va avoir une voyelle ouverte. Et c'est un des cas où précisément vous allez retrouver la vocalisation primitive, ou garder la vocalisation primitive de la préposition, à savoir un A. Et un A en syllabe ouverte, ça s'écrit kametz en hébreu. Donc vous avez un A en syllabe ouverte, vous mettez un kametz. C'est le cas parce que, là encore, il est en situation prétonique. Il est en situation prétonique, donc normalement, on aime bien faire tomber la voyelle sous ces petites prépositions, là, lamed, bet, kaf, lamed, on aime bien faire tomber la voyelle, on aime bien les vocaliser avec un shfa, mais quand il est en position prétonique, en hébreu, on ne peut pas se permettre de faire tomber la voyelle. Donc, on va garder la voyelle primitive, on va retrouver le A primitif. Donc, la tset. On va pas dire les tset, on va dire, voilà. Après, ce sera différent si précisément la syllabe accentuée n'est pas celle-là. C'est-à-dire que si vous dites avec un pronom suffixe, par exemple, tseti, d'accord? Le i va prendre l'accent. Puisque le i prend l'accent, c'est la dernière voyelle, la dernière syllabe en principe, c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Donc vous avez ti, dernière syllabe, c'est elle qui est accentuée. Ça, c'est la syllabe prétonique, elle n'a plus l'accent. Celle-ci, elle est en situation antéprétonique, et là, on peut la faire tomber. Donc, on dira les tseti. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va dépendre, il faut compter le nombre de syllabes, il faut savoir quelle est la syllabe qui a le ton, qui est tonique, et il faut regarder si vous êtes en situation prétonique ou antéprétonique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de... C'est tset qui est la dernière syllabe, et donc, on va garder
euh, on va garder la voyelle. Donc, un A en syllabe ouverte qui est un kametz. Est-ce que ça va pour vous? Mhm. C'est compliqué, hein? Oui, je vois que c'est un peu compliqué, hein. Moi, je pensais plutôt partir de, je sais pas, essayer d'analyser ce que c'est que cette forme. Alors, tset, oui, il faut qu'on en parle. On aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. À partir de là, on découle la vocalisation, mais sinon, j'ai l'impression que Pour la vocalisation de tset, Oui, parce oui, que c'est. effectivement, la vocalisation de tset, ça va dépendre de l'analyse de la forme qu'on va faire. Mais ce que je vous ai dit pour le lamed va rester vrai, quel que soit le mot qui suit derrière. Quel que soit le mot qui suit derrière, euh, euh, bon, ah, bon, et encore, ça dépend. J'exagère un peu parce que ça va quand même dépendre. Il y a quand même des cas où on va, comme je vous dis, on va quand même avoir un cheval sous le lamed, même quand il est en situation prétonique. Bon, donc effectivement, bon. Je vous donne des, comment dire, de toute façon, les règles sont jamais absolues, hein, donc c'est toujours ce qu'on constate. Alors bon, pour en venir effectivement sur ce mot-là, tset, comment vous l'avez analysé? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Bah, c'est un période, c'est yatsa, et normalement il devrait faire latse et. Alors effectivement, donc le verbe yatsa, euh, donc ça, c'est effectivement le verbe yatsa. Alors ce verbe yatsa est un verbe période, donc première radicale iode. Euh, Sauf qu'en fait, c'est pas un vrai iode primitif. D'accord? En fait, la racine primitive est avec un vav. D'accord? Donc en fait, la racine, c'est vav tsadé aleph. La racine, c'est vav tsadé aleph. Bon, mais dans le cas présent, ça ne va pas trop changer grand-chose pour nous. Ça changerait des choses au ifil, par exemple. Vous voyez, quand vous avez un verbe pevav et que vous allez Otsi. mettre le he du ifil, hein, vous allez dire haktil, quelque chose comme ça, les haktil, vous allez avoir une forme how, haotzi, quelque chose comme ça, une forme primitive haotzi, et le hao, la diphtongue hao va se contracter. Et au lieu de dire hao, bah, vous allez dire ho. Otsi. Et donc vous allez avoir hotzi. Voyez? Donc quand vous voyez ce genre de choses, vous vous demandez mais pourquoi le ifil c'est hotzi, etc. Tout simplement parce qu'en fait, la racine, à la base, c'est un vav. Maintenant, les verbes pevav, un vav à l'initiale en hébreu, ça n'existe pas. Les pevav deviennent des péyodes, hein. Le yod, le vav à l'initiale, il ne se maintient pas en hébreu. Vous n'avez pas de mot qui commence par un vav, à part la conjonction coordination vav. Mais sinon, voilà, si vous regardez votre dictionnaire d'hébreu biblique à la lettre vav, vous verrez, il n'y a rien. Il y a quelques mots qui peuvent être des mots d'emprunt d'ailleurs. C'est, en principe, sauf exception, en hébreu, les termes qui commencent par un vav euh, vont être écrits, vont se retrouver écrits avec un yod. Je vois que vous vérifiez dans votre dictionnaire, vous faites bien, non? Vous avez pas vu? Oui, c'est ça. Oui, oui. Non, mais on peut le regarder. Je peux même regarder ça ensemble si vous voulez, hein. Je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez un dictionnaire, celui que vous préférez, hein. Euh, vous allez du côté de la lettre Vav. Voilà, bon, vous avez la lettre Vav, évidemment. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez? On ne sait pas trop, hein. Vdan, Vahev, c'est des noms de lieux, donc c'est des mots étrangers manifestement. Vazav, on ne sait pas trop. Voilà. Voilà. Vous allez avoir principalement des noms propres. Alors il y a effectivement Valad, ça c'est quand on dit que Sarah n'avait pas d'enfant, hein. Donc ça c'est des restes, hein. Vous avez des vestiges comme ça de temps en temps. Et puis c'est tout. Puis vous avez effectivement Vashti, etc. Enfin voilà, donc, mais c'est tout. Voilà, la lettre Vav dans votre dictionnaire, il n'y a rien en fait. Voilà, c'est vide. Et donc effectivement, c'est parce que donc les verbes, les mots en Vav deviennent s'écrivent en Yod. Alors donc ça, c'est donc à l'origine, vous avez donc un verbe qui est donc à l'origine un verbe pévav, qui va devenir donc un verbe péyode. Et quand vous allez le conjuguer
au yiktol. Donc la forme primitive du yiktol, c'est yaktul, c'est la forme primitive. Donc si vous appliquez la forme yaktul à la racine yatsa, donc ça va vous faire yai, attendez, yaitsu, quelque chose comme ça. Voilà, on imaginerait quelque chose comme ça. Si je plaque le modèle yaktul, le shem yaktul à la racine yod tsadé aleph, ça me donne ça. Bon, et évidemment, d'abord, ce qu'on va se rendre compte, c'est que évidemment, avec une gutturale, on va préférer une voyelle thématique A. Donc, on va effectivement l'écrire yaitsa plutôt que. Enfin, ça, on y reviendra après. Bon, ça, c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que là, vous allez avoir une contraction de la diphtongue. Yaitsu, vous allez avoir la contraction de la diphtongue de yai en e. Yetsu. Voilà. Et par ailleurs, vous allez avoir, donc, comme je disais, comme vous avez la gutturale aleph, les gutturales préfèrent le son A. Et par ailleurs, vous avez une influence du et avant qui fait que vous allez avoir le même son. Vous allez avoir yetse. D'accord? Donc, vous allez avoir yetse, pareil, qui va être écrit de la même manière. Donc ça va vous donner la forme que vous avez à ligne accomplie. Yetse. D'accord? Donc ça, c'est le yiktol du verbe yatsa. Yetse, il sort. Le verbe yatsa, sortir. Yetse, il sort. Etse, tetse, yetse, letse, je sors, tu sors, nous sortons, etc. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le yod que vous voyez là, c'est le yod de la préformante. Ce n'est pas le yod de la racine. Le yod de la racine, il est tombé. Si vous mettez la première personne du singulier, donc vous aurez etse. Vous voyez? Et le aleph, donc la première lettre que vous avez, c'est la préformante. Or, on veut ensuite faire l'infinitif construit. L'infinitif construit, on sait que pour l'infinitif construit, on sait comment on le fait. On part du yiktol et on enlève la préformante. Ktol. Yiktol, il tue. Ktol, tue. Yirtov, il écrit. Ktov, écrit. Voilà. Donc, si vous voulez, on se dit, bah, c'est facile, on supprime la préformante. Si vous supprimez la préformante dans Yetse, le yod, c'est la préformante. Hein. Tetse, si vous mettez Tetse au deuxième singulier, ou Etse, Netse, etc., vous enlevez la préformante, il vous reste quoi? Il vous reste C. Et donc, du coup, si vous avez Yetse, eh bien, ça va vous donner C. Alors ça, c'est ce que vous avez déjà aussi pour l'impératif. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Je dis impératif, vous voyez, c'est la même forme. Hein. C'est ktol dans les deux cas. Impératif et infinitif construit, ça se fait comme ça. De yiktol, on passe à ktol. Ou de tiktol, vous pouvez mettre tiktol si vous voulez. Aktol, donc de tetse, on va passer à tse. Vous voyez? Hop. Donc de tetse, on va passer à tse. On va s'arrêter là d'ailleurs pour l'impératif. Hein. Tse, sort. Tse, il n'y a pas de problème. Bon. Pour l'infinitif construit, on va en faire une forme féminine. Parce que voilà, on se trouve, oh, tu sais, c'est un petit peu, voilà, on s'ennuie un petit peu, on dit, voilà, le pauvre quand même, tout ça, bon, il est amputé. Donc, on va le consoler, on va le passer au féminin. Et donc, on va lui ajouter un T final comme marque du féminin. Un infinitif construit, ça se présente comme un nom. Voilà, c'est le fait de, c'est voilà, le sortir. Mais l'infinitif, il est en général masculin, du coup, considéré comme un nom masculin. Mais en fait, on peut aussi imaginer de le mettre au féminin. Ça se fait de temps en temps, comme là, par exemple. Notamment parce qu'effectivement, on le trouve un petit peu, voilà, on le trouve un peu malheureux tout seul. Donc, on lui met un tav à la fin.
Donc la forme tset que vous avez là, c'est l'infinitif construit du verbe yatsa. Alors, si on fait une petite révision, vous pouvez regarder un autre verbe connu quand on fait les verbes pevav, c'est le verbe yashav. Donc vous prenez le verbe yashav, qui veut dire siéger, hein, littéralement, être assis, et de manière coutumière, habiter quelque part. D'accord? Eh bien, si je vais mettre à l'inaccompli, je vais dire yeshev. Comme ça, je vais vouloir écrire comme ça. Alors, sauf qu'en fait, en général, on va plutôt l'écrire. Je me demande si on va mettre un ségol d'ailleurs. Non. Non, je pense que on va le garder comme ça. Je vais juste vérifier vite fait que je dis pas de bêtises. Mais si vous regardez Yashav, voilà, vous l'avez, regardez, je vous montre comme ça. Vous avez Teshev, etc., Yeshev, etc. Donc, non, c'est bien ça. Ça va vous donner Yeshev, il siège. Teshev, tu sièges. Voilà. Et quand on va vouloir faire l'impératif et l'infinitif construit, on va supprimer la préformante. Donc on va supprimer le tav devant, donc chev. Voilà. Assieds-toi. Chev. Bon. Et un infinitif construit, pour ces verbes période, enfin pévav en fait, pévav, on va le passer au féminin. Donc, de chev, on va ajouter le tav, chevt. Alors, chevt, là on est un peu embêté parce qu'on se retrouve avec deux consonnes qui se suivent, hein, chevt, et on n'aime pas en hébreu terminer un mot par deux consonnes. Donc quand on termine un mot par deux consonnes, ce qu'on fait en hébreu, c'est qu'on va mettre une petite voyelle entre les deux, on appelle ça une anaptix, une voyelle anaptictique. C'est-à-dire, on va mettre, voilà, au lieu de dire chevt, on va dire chevet, une petite voyelle entre les deux. Et donc, cette voyelle qu'on va mettre entre les deux, elle est juste là pour faciliter la prononciation. Hein. Alors, on va mettre un ségol, parce que le ségol, c'est assez neutre, chevet. Il ne va pas prendre l'accent, puisque c'est une voyelle d'appui, hein, c'est une voyelle d'appui, donc il ne prend pas l'accent. Donc, l'accent va rester sur la seule vraie voyelle, c'est celle-là. En revanche, comme j'ai mis un ségol, le ségol va contaminer la voyelle qui précède. Donc, je vais aussi mettre un ségol ici. Chevet. Ça va me faire une forme de ségolé, comme meller. Vous allez avoir un ségolé. Donc, vous allez avoir ça, par exemple, ici, si vous regardez les Genèse 13.6, la chevette. Voilà. Et donc, ensuite, quand vous avez le lamet devant, vous avez l'exemple ici aussi, vous voyez que l'accent, il est bien sur le premier ségol. Hein. Chevet. Chevet. Donc, c'est lui qui a l'accent. Et donc, le lamed est en situation prétonique. Et donc, on va le vocabiliser la chevette. Ici, au verset, à l'occurrence suivante, vous avez en suivante, vous avez un shva, les chevet Avram. Et pourquoi on a un shva? Parce qu'en fait, l'accent s'est déplacé. Quand vous êtes à l'état construit, là, c'est les chevet Avram, c'est le fait de siéger d'Abraham. Donc le mot est à l'état construit. Quand un terme est à l'état construit, on considère qu'il est atone. On considère que, en fait, le ton, il ne forme qu'un seul mot avec celui qui suit. Alors, on pouvait le coller au mot qui suit. Et donc, la syllabe tonique, elle est sur le deuxième mot. Donc, on va toujours considérer qu'un mot à l'état construit n'a pas l'accent. Et donc, le lamed n'est pas en situation prétonique. Et donc, il peut être vocalisé avec un shva. Donc, les chevet Avram. Ça se lit comme ça. Voilà. Alors, est-ce que cette petite révision des verbes pevav vous est utile? Ça vous aide? Des questions, des remarques? Je regarde aussi les étudiants à distance. Non, c'est bon? Ok. Donc là, ici, on a donc l'atset. Donc, yatsa, c'est le verbe sortir. Tset, c'est l'infinitif construit.
le fait de sortir, le sortir. Et donc, Be'arba'im Hashana, donc la 40e année, pour, le lamed indique la direction, la 40e année de quoi? Tu pointes vers quoi? Tu pointes là, la sortie. Donc, je fais référence à, voilà, en référence à le fait de sortir, donc la sortie. Donc, la 40e année de la sortie. Alors, la sortie de quoi? Ah oui, alors, normalement, la sortie des fils d'Israël, mais là, ça deviendrait un État construit, la sortie des fils d'Israël. Alors effectivement, voilà, donc on dit c'est la sortie des fils d'Israël, ce qu'on me dit dans mon oreillette, et effectivement, et du coup c'est un État construit. Euh, et du coup, comme c'est un État construit, le Lamed, Donc, ça devient un letset, voilà, et pas un latset. exactement, comme c'est un État construit, le Lamed va perdre son accent, le Tset ne va plus être va être à l'état construit. Vous pouvez mettre un makef si vous voulez, pour indiquer que c'est un état construit, si vous voulez. Vous dire, voilà, faut lire dans la foulée Tset Bnei Israël, la sortie des fils d'Israël. Et donc, à partir du moment où c'est un état construit, tout ça est considéré comme un seul mot. Et donc, seul le dernier mot sera accentué. Et donc, Tset est considéré comme étant proclitique, c'est-à-dire il est avant accent, et donc du coup le lamed lui-même n'est plus en situation prétonique, donc on peut le faire tomber, on peut le mettre avec un schwa. Donc finalement vous aviez raison de mettre un schwa. Bon voilà. Donc la 40e année de la sortie des fils d'Israël. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on n'a pas discuté Bnei Israël, est-ce qu'il y a des questions sur Bnei Israël? Est-ce que vous êtes d'accord avec la vocalisation? Tout le monde est d'accord. Il y a quand même une erreur là, c'est importante. Enfin, assez important. Tout est une question de proportion, mais normalement, il y a quelque chose que vous devriez pouvoir voir. Le dagesh dans le bet de Bné, il ne faudrait pas le mettre? Alors, dans quel cas est-ce qu'on met un dagesh? Ou plutôt dans quel cas est-ce qu'on enlève le dagesh de la Begat Kefat? S'il y a une voyelle avant. Et qu'est-ce qu'il y a avant le bet? Une consonne. Hein, la tset bné. Donc là, en l'occurrence, on est précédé par une consonne. Donc comme on est précédé par une consonne, on met le dagash. Donc là, il n'y a pas de problème. Non, c'est autre chose. Personne ne le voit? Alors c'est dans Israël. Dans Israël, là, il y a un ségol sur le Aleph. C'est pas un ségol, c'est un tséré. D'accord. Alors pourquoi c'est un tséré sur le Aleph ici? Là, c'est une question de vocabulaire. En fait, dans Yisraël, c'est un nom propre, évidemment. Et comme beaucoup de noms propres, c'est ce qu'on appelle un nom théophore. Un nom théophore, littéralement, qui porte une divinité, théos et phéro, donc voilà. Donc, théophore qui porte un dieu, c'est-à-dire un nom qui comporte un nom divin. Et le nom divin, c'est El, en l'occurrence. Alors, le dieu El, c'est le chef du panthéon ouest-sémitique, etc. Et donc, c'est le dieu El, il s'appelle El. Et on le retrouve dans beaucoup de noms qui se terminent en El. Bah, moi, je m'appelle Michael, par exemple, donc c'est qui est comme El, voilà, dans la Bible. Là, en l'occurrence, c'est un nom théophore avec un verbe conjugué, Yisraël, et comme beaucoup de prénoms, c'est souvent, vous avez aussi des verbes qui sont conjugués. Mais en tout cas, El, ça vient primitivement, c'est une voyelle I, c'est ilou, donc El vient du proto-sémitique. Alors attendez, je vais noter ça comme ça. Il. Et donc, par exemple, vous allez le trouver sous la forme ilum en acadien. Avec en acadien, il y a des désinences casuelles, etc. Donc, on met un ou, un mais sinon, c'est ça la racine. Et donc, à partir du moment où la voyelle primitive, c'est un i, en hébreu, on va avoir un petit déplacement de timbre, el,
mais c'est vrai que ça va être écrit serré. Alors évidemment, on ne prononce jamais El. On dit El. Mon prénom, on ne dit pas Michael, on dit Michael, voilà, donc on dit Israël, Israël. Donc c'est vrai que dans la prononciation, on ne fait pas la différence. C'est pour ça qu'on fait tout le temps des fautes. Mais là, si vous vous souvenez que c'est il, voilà, vous vous souviendrez que c'est un serré et pas un ségol. C'est aussi simple que ça. C'est bon pour vous? Bon, ok, très bien. Alors, on continue, si c'est bon pour vous. Qu'est-ce qu'on avait lu? Ah non, c'est pas ça. Hop. Ça, que je retrouve mon texte. Ah oui, les Tzadné Israël. Les mots suivants. Qu'est-ce qu'on a après? Qui lit le texte? Oui? Non, non, mais allez-y, allez-y, je vous écoute. Alors, comment vous avez lu? Mais arrête Mitzrayim. Alors attendez, d'abord je vais recopier le texte. Alors, comment vous vocalisez ça? Shva, Je peux essayer. Patar. Mais arrête, Attendez, Mitzrayim. j'entends quelqu'un, mais il y a quelqu'un en classe qui est en train de le faire là. Donc, vous pourrez le faire tout à l'heure. Alors attendez, je vous écoute. Serré, oui, oui, Rirek, Patar et Ririk. D'accord. Mais arrête Mitsarim. Sous le Resh. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est d'accord? Vous avez pensé à autre chose? Un cheval sous le tsadé. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Vous avez mis mi-arrêt. Donc, pas de cheval sous le même, mais autre chose? Un chirek. Et un ségol sous le resh. D'accord. Mi-aretz, Misraïm. D'accord. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Vous avez d'autres propositions? Je regarde les étudiants à distance. Moi, j'ai mis un serré sous le mais. Un tséré sous le Mais mais. Eretz Yisraël. Voilà, Voilà. ok. Bon. Alors, on a plein de propositions là. Alors, comment faire pour savoir ce qui est juste ou pas juste? Alors, effectivement, je vais Non, commencer par la fin. On va parler de Mitzrayim. Là, c'est pareil, c'est un terme qu'il faut connaître. La racine, c'est Mitzr. Hein. Euh, et donc, voilà, Misr, vous l'avez aussi en arabe, hein, l'Égypte. Euh, la différence ou la particularité en hébreu, c'est qu'on va mettre une finale Hayim, qui est une finale de duel. D'accord? C'est pas juste l'Égypte, c'est les deux Égyptes, en fait, littéralement. D'accord? Les deux Misr. Donc ça, c'est intéressant de noter qu'en hébreu, vous allez avoir cette finale de duel. C'est pour ça qu'on ne met pas finale im. Si vous mettez une finale im, c'est du pluriel. Les Égyptes. Haïm, c'est une finale de duel. Et quand vous mettez une finale de duel, en fait, c'est haïm. C'est-à-dire qu'on maintient une diphtongue. Vous avez une diphtongue aï qui est maintenue. Et ça veut dire que le i que vous avez à la fin est une voyelle secondaire, une voyelle d'appui.
C'est-à-dire que vous avez une finale, donc le duel, c'est une finale haïm, littéralement, avec une diphtongue, haïm. Sauf que, le yod est censé être une consonne, hein, prononcé ye. Alors, c'est des semi-consonnes, hein, le yod et le vav, mais un état consonantique. Or, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en hébreu, on n'aime pas terminer un mot par deux consonnes. On l'a vu tout à l'heure, shevet, sheft, vt, b et t. Ah non, on n'aime pas terminer par deux consonnes. On met une voyelle d'appui, une voyelle adaptictique. Donc là, on va faire pareil. On va mettre une petite voyelle entre le Y et le M, sauf que là, évidemment, comme on a im, le Y étant lui-même prononcé ye, la voyelle qu'on va insérer, c'est un I. Donc on part d'une finale haïm, avec voyelle, consonne, consonne, qui est la dernière voyelle, qui est donc la voyelle accentuée, hein, c'est elle qui porte l'accent. Elle va rester accentuée, haïm, mais on va mettre un petit i. D'accord? Donc ça, c'est vrai, quand je vous dis deux consonnes en fin de mot, on n'aime pas deux consonnes en fin de mot, on insère une petite voyelle, une voyelle d'appui. Vous l'avez pour le duel, vous l'avez, on l'a vu tout à l'heure, là, pour justement la ségolisation là, de Chevet. Vous l'avez pour des noms, même pour des substantifs. Hein. Prenez l'exemple du mot maison. Bait. C'est ça le mot maison. Hein. Vous avez trois consonnes. Hein. Vous avez la racine B, Y, T. Vous avez trois consonnes. Bait. Ça, c'est la. Et normalement, vous avez votre mot, vos trois consonnes, une seule voyelle, qui a donc l'accent. Bait. Sauf que, comme on n'aime pas avoir deux consonnes à la fin, le Y et le T, on va insérer une petite voyelle. Et donc, de bait, on va passer à bait. On va mettre un petit i entre les deux. Le i est une voyelle d'appui, de naptix, il ne prend pas l'accent. C'est pour ça qu'en hébreu, quand vous écrivez bait, la maison, vous l'écrivez comme ça. Ba, avec l'accent ici, it, bait. Et l'accent reste là, bait. Et donc, de la même manière, ici, dans Mitzrayim, l'accent va rester là, Mitzrayim. Et parce que l'accent reste là, même si on est en syllabe ouverte, on garde le patard. Je vous ai dit que sinon, un A en syllabe ouverte, on l'écrit plutôt kametz. Donc, si c'était vraiment Ra, Yim, on mettrait Ra avec un kametz, Yim. Mais là, c'est pas Ra, Yim, c'est Raïm. Et c'est le Ra qui a l'accent. Donc, on garde le patard. Donc, Bait. Aïm à la fin. Mitzrayim. Donc ça, c'est pour l'Égypte. Mitzrayim. Les deux Égyptes. Alors, pourquoi les deux Égyptes? Vous avez une idée? Il y avait deux parties La Haute réunies. et la Basse Égypte. La Haute et la Basse Égypte, absolument. Pardon? Et la couronne d'Égypte rappelle effectivement la Haute et la Basse Égypte, etc. Voilà. Donc ça, je vous renvoie à vos cours d'histoire sur l'Égypte ancienne. Mais enfin, en tout cas, je trouve ça intéressant de noter qu'en hébreu, dans le langage courant, on a gardé le souvenir que l'Égypte était jadis composée de deux royaumes. Bon, enfin de deux entités en tout cas. Donc voilà. Donc ça pour Mitzrayim, c'est fait. Ensuite, le terme d'avant. Alors j'ai vu qu'on hésitait sur les voyelles à mettre. Là, c'est pareil, il faut prendre la question le shem, donc la formation, le mot eretz. Qu'est-ce que c'est comme shem? Il faut le connaître, c'est le même shem que meler, donc c'est encore un ségolé. Donc je vous fais une petite révision sur les ségolés, vous avez un chapitre dessus dans votre manuel, mais c'est pas grave, je vous fais un petit résumé. Un ségolé, c'est quoi? C'est Bayit en est un d'ailleurs, enfin devrait en être un. C'est en fait les schèmes monosyllabiques. Schème monosyllabique. Donc autrement dit, vous avez vos trois consonnes, Q, T, L, et dedans, vous allez insérer une seule voyelle entre la première et la deuxième radicale.
Shem Katl, Shem Kitl et Shem Koutl. Il n'y a que 3 voyelles primitives. En proto-sémitique, on simplifie les choses, il n'y a que 3 timbres, qui sont les 3 majeurs. Ce matin, je vous montrais toutes les différences de timbres que vous avez en hébreu massorétique, I et A, ou. Mais en fait, si vous prenez les positions extrêmes, vous avez un I, A, ou. Vous avez comme ça tout le mouvement, vous pouvez le résumer en 3 voyelles principales, donc A, I, ou I, A, ou, comme vous voulez. Vous avez ces 3 voyelles principales, et ensuite les autres voyelles sont des voyelles intermédiaires. Entre le I et le A, vous avez le I, E, A. Après le A, vous avez A, O, ou. Voilà. Donc vous avez comme ça plusieurs voyelles, mais les 3 voyelles primitives, c'est A, I, ou. Donc en général, on reste là-dessus pour le proto-sémitique, qui est une reconstruction. Je vous ai expliqué la dernière fois que ne faut pas imaginer que c'était vraiment pareil comme ça. On n'a aucune idée de comment les gens parlaient. En revanche, c'est un outil théorique, linguistique, pratique pour expliquer des phénomènes et passer d'une langue à l'autre. Donc, un exemple de Shem Katl, eh bien, c'est Baït. Baït, c'est la maison. Vous avez les 3 consonnes, B, Y, T, avec une seule voyelle au milieu, et qui est donc la seule qui a l'accent. Donc, si je prends, donc Baït, j'ai pris cet exemple, je prends un autre exemple de Shem Katl, donc avec voyelle thématique A, eh bien, si je prends la racine de la royauté, MLK, vous avez donc la forme Malk. La voyelle va avoir l'accent, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'une seule voyelle. Donc, qui dit qu'une seule voyelle, il n'y a qu'une seule syllabe. Donc, s'il n'y a qu'une seule syllabe, forcément, vous avez Katl, Kitl, Koutl, donc Malk. Et donc, ça va donner quoi en hébreu? Eh bien, ça dépend. Si vous avez un pronom suffixe derrière, il n'y a pas de problème. Ce qui va poser problème, c'est d'avoir 2 consonnes qui se suivent. 2 consonnes qui se suivent en fin de mot, ça, on n'aime pas ça. Mais si la consonne n'est pas en fin de mot, il n'y a pas de problème. Donc typiquement, si vous dites mon roi, ça veut dire que vous allez avoir Malk plus un I, c'est ça, le roi de moi, ça vous donne quoi? Ça vous donne Malki. Tout simplement. Et c'est comme ça que vous l'écrivez en hébreu. Malki. Donc, Malki, mon roi. Donc, si on n'est pas en fin de mot, il n'y a pas de problème. Malk, il n'y a pas de problème. Les ségolés, donc ces schèmes monosyllabiques là, ne posent pas de problème quand ils ne sont pas en fin de mot. Là où ça va poser problème, c'est s'ils sont en fin de mot. J'ai dit Malk tout court, roi tout court, là ça ne va pas aller. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite voyelle entre les deux, donc on va faire une anaptyxe. Dans le cas de Baït, on avait mis un I parce qu'on avait le ye qui a tiré le son I, Baït. Mais sinon, dans la plupart des cas, en fait, quand on a une anaptyxe, on met un ségol. Donc, sinon, en position finale, donc quand vous êtes en Malk tout court, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez insérer vous allez insérer un ségol. Malek, d'accord? Et comme vous avez inséré un ségol, ce ségol va contaminer la voyelle qui précède. Et alors le ségol, je vais le noter comme ça. Je ne sais pas comment vous notez mais je vais le noter comme ça. Melek. Et donc, il va contaminer. Et je vais écrire la voyelle qui précède aussi. Et c'est ça que vous allez avoir en hébreu. Vous allez l'écrire avec 2 ségols. Meler. Mais le deuxième ségol n'est pas une vraie voyelle. Ce n'est pas une voyelle primitive, donc il ne prend pas l'accent. Donc on ne dit pas Meler, on dit Meler. C'est la première voyelle qui est la voyelle, la seule vraie voyelle du mot. La deuxième voyelle est juste une voyelle d'appui. On devrait dire Malk, Malek, Melek. Et là, bon, le kaf est fricatif en position finale, mais ça, c'est l'histoire des Begat Kefat, c'est autre chose. Donc, on va dire Meler. Mais sauf que quand vous dites mon roi, vous ne dites pas Melechi, vous dites Malki.
Parce que justement, on retrouve la forme primitive malk. Alors, des ségolés dans la Bible, il y en a beaucoup. Donc, c'est bien de les reconnaître. De manière générale, on les appelle des ségolés parce qu'il y a deux ségoles. Meler. Eh bien, c'est le cas pour la terre. C'est Art, c'est aussi un Shem 4. Donc, vous avez la forme primitive qui va être Art. D'accord? Ça, c'est la forme primitive. Art. Donc, ça veut dire la terre. Si vous dites mater, arti. Vous êtes sur mater, atem bearti. Voilà. Vous êtes sur mater, arti. Mais en position finale, deux consonnes, rts. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai qu'une seule voyelle, c'est le A, arti, sur le aleph. Je vais mettre ici, au lieu de mettre rts, je vais mettre un petit ségol qui ne prend pas l'accent, mais qui va contaminer la voyelle qui précède, donc je vais aussi mettre un autre ségol. Eret. Donc c'est pour ça que vous allez trouver le mot Eret s'écrit comme ça, Eret, avec une forme finale du tsadé, tant qu'à faire. Eret. Mais arti, mater. Alors le ségol va contaminer la voyelle qui précède, sauf dans quelques cas. Typiquement, si vous avez l'article défini devant, la terre, ha, vous voulez mettre l'article défini devant, d'accord? Pas juste une terre, mais la terre, ha, eretz. Ce qui va se passer, c'est que, bon, d'une part, vu que le LF est une gutturale, vous allez vous avoir un déplacement de timbre, donc vous avez le he va être noté avec un kametz, mais surtout, le a va aussi garder le son a, le aleph va aussi garder le son a, et donc on va dire ha-aretz, la terre. On ne dit pas ha-eretz, mais ha-aretz. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut ici vocaliser eretz ou aretz? C'est ça la question. En fait, ça va dépendre de ce qu'on va lire avant. Si vous lisez l'article défini, ha-aretz, on mettra un a. Mais là, en l'occurrence, le mot qui suit, c'est Mitzraïm, c'est l'Égypte. Donc c'est la terre d'Égypte, donc c'est l'État construit. Et on sait qu'à l'État construit, on ne met pas d'article défini sur on ne met l'article défini que sur le dernier mot, en fait, les mots d'avant dans une chaîne d'état construit. Seul le dernier terme peut prendre un article défini, et si le dernier terme est défini, toute la chaîne construite est définie. Donc là, Mitzraïm, c'est ça le terme qui pourrait recevoir un article défini. Alors je trouve que Mitzraïm s'écrit sans article défini, c'est un nom propre qui est défini en tant que tel, mais du coup on ne dira jamais Ha-Aretz Mitzraïm, on dira toujours Eretz Mitzraïm, la terre d'Égypte. Donc, dans le cas présent, on va donc le vocaliser Eretz. Eretz Mitzraïm, la terre d'Égypte. Pas besoin de mettre l'article défini devant Eretz, il est défini puisque il est à l'état construit avec un nom propre et les noms propres sont toujours définis. Eretz Mitzraïm. Alors, il reste encore une chose à voir. C'est bon pour vous là pour Eretz? Est-ce que ça va? Donc ça, c'est les ségolés. Hein. J'ai pris l'exemple avec un Shem Katl, mais vous avez aussi Kitl et Koutl. Un Shem Kitl, je peux vous donner un exemple vite fait, c'est Sefer, par exemple. Hein. C'est un exemple assez classique. Vous avez donc, comme le terme Sefer, c'est pareil, ça devrait être Sifre, donc Shem Kitl, Sipre, voilà, avec juste la voyelle I. C'est la racine d'écrire, hein, de copier des documents. Hein. Sa mère Pérèche, le sofer, c'est le scribe, le sefer, c'est le livre, etc. etc. Bon. Donc, P-R-H désigne donc c'est des consonnes, consonnes là, ils n'ont pas de voyelle, la seule voyelle c'est le I. Là encore, cifre, on n'aime pas ça en fin de mot. Si je dis mon livre, il n'y a pas de problème, cifri. Cifri, là, très bien, il n'y a aucun problème, j'ai une voyelle en fin de mot, donc je ne termine pas par deux consonnes, donc je suis content. Mais, si
je termine par mes deux consonnes, cifre, alors là, ça ne va pas. Et donc, même phénomène, c'est bien, il n'y a que cette voyelle-là qui existe, mais je vais quand même en mettre une deuxième. Je vais mettre le petit ségol, n'est-ce pas, qui est comme voyelle d'appui. Je ne vais pas dire cifre, je vais dire cifère. Et le ségol va contaminer la voyelle qui précède. Au lieu d'avoir un i, je vais mettre un serré. Alors vous allez dire pourquoi on ne met pas un ségol? Parce qu'on va décaler, vous voyez, il y a un cran, on décale d'un cran. Si vous vous souvenez du petit dessin que je vous ai fait ce matin avec les voyelles, quand on a malque, le A est tout de suite à côté du ségol. Donc si je décale le A d'un cran, j'arrive tout de suite au ségol. Mais si j'ai le rirek, entre le rirek et le ségol, il y a le serré. Donc si je décale d'un cran mon rirek, j'arrive au serré. Donc je ne vais pas mettre sefer, je vais mettre sefer. Cela dit, je sais qu'on fait souvent des fautes parce qu'on prononce quand même sefer. On dit sefer, meler, etc. Mais si vous regardez bien, vous verrez en fait, c'est pas un ségol, c'est un serré. Et le fait que ce soit un serré, ça vous dit qu'en fait, la voyelle primitive, c'est un i, cifre. Et c'est pour ça que si vous dites mon livre, vous ne dites pas safri, comme malki, vous dites sifri. C'est un shem kitl. Donc ça, il faut le savoir, c'est une question de vocabulaire. Vous apprenez sefer, quand vous apprenez votre vocabulaire, vous apprenez sefer, c'est comme l'orthographe, ça s'apprend. Sefer, ça s'écrit avec un serré. Meler, ça s'écrit avec un ségol. Donc ça, quand vous apprenez votre vocabulaire, si vous faites attention à ça, alors maintenant, voilà, vous pouvez aussi en les apprenant, vous rappeler que Meler, c'est un shem katl, sefer, c'est un shem kitl. C'est aussi une autre façon d'apprendre. Je ne sais pas si c'est plus facile pour vous, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ça vous explique après pourquoi on va dire Malki, mon roi, et on va dire Sifri, mon livre. Donc, Sifri, mon livre. Donc, tout ça, c'est un shem, donc, kitl. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je voulais écrire. Non, je n'arrive pas à écrire au bout. Si, comme ça. Non, il n'arrive pas, il m'embête. Donc, c'est un shem kitl. Alors, je disais donc, si c'est bon pour vous pour le Eretz, il reste une chose à voir ici, c'est la vocalisation du même. D'accord? Alors, c'est quoi? D'abord, ce même, c'est quoi? À quoi il sert? Une préposition. Une préposition, laquelle? La préposition min. D'accord? Donc, vous avez la préposition min qui indique, je l'ai entendu, la provenance. Voilà. Min, c'est la préposition qui indique la provenance. Alors, ce n'est pas une préposition monosyllabique. Tout à l'heure, on parlait du lamed, du bet, du kaf. On a plein de prépositions monoconsonantiques, pardon. Celle-ci, elle est monosyllabique, mais elle est biconsonantique. Vous avez deux consonnes, min. Donc, on pourrait dire min Eretz Mitzrayim. Ce serait correct. Min Eretz Mitzrayim, ça existe, il n'y a pas de problème, on peut le dire, il n'y a aucun problème. Mais, ce que vous savez, c'est que la préposition min a tendance à se préfixer au mot qui suit. Et auquel cas, le noun est assimilé par le mot qui suit. Alors, quand le noun est assimilé, quand il y a une assimilation d'une consonne, c'est la consonne suivante qui mange la consonne, on appelle ça une assimilation régressive, elle mange la consonne qui la précède, elle mange le noun qui précède, et donc comme elle mange le noun, elle a pris du poids. Et donc on lui met un dagesh, normalement, un gros ventre. Voilà. Donc effectivement, si je viens coller la préposition min et assimiler le noun, je dois avoir un dagesh normalement. Mi eretz mitraim. Donc je devrais avoir un dagesh dans le aleph. Le aleph doit être géminé, doit être allongé, doit prononcer, voilà, il compte double. Mais le aleph, ici, c'est une gutturale. On n'a pas de chance, c'est que eretz, vous voyez, il y aurait meler, on dirait mim meler, il n'y aurait pas de problème. Mis sefer, il n'y aurait pas de problème. Vous voyez, je pourrais mettre ici, au lieu de dire min sefer, par exemple, voilà, je peux passer à mis sefer. Et là, il n'y a aucun problème du tout. La seule chose, c'est que comme mon samer a mangé le noun, je lui mets un dagesh. Mis sefer. Là, je suis content. Et le dagesh me dit, ah, il y a un noun qui a été mangé. Et on peut le voir comme ça. Là, évidemment, c'est compliqué parce que c'est un aleph. Et vous savez que les gutturales, elles n'aiment pas les dagesh. Elles n'aiment pas.
Donc on ne va pas le mettre, ce chirek là, ce dagesh. On ne va pas mettre ce dagesh dans le Aleph, et comme il n'y aura pas la gémination, il va y avoir un déplacement compensatoire. On va dire, ah, mais moi d'accord, mais j'enlève le dagesh, mais j'ai besoin d'autre chose à la place. Hein. C'est de la négociation, moi je veux autre chose en contrepartie. Et en contrepartie, je déplace le timbre. Et donc effectivement, on va déplacer le timbre, et au lieu d'avoir un chirek, on va mettre un tséré, mais eretz. On ne dira pas mi eretz, comme on dirait mi sefer, mi meler, on va dire me eretz. Et on déplace le timbre une fois, et donc du chirek, on passe au tséré. Alors, quelqu'un avait proposé un shfa. En fait, ça irait avec justement les propositions monosyllabiques. Si vous dites dans la terre d'Égypte, B, Eretz, Mitzraïm, il n'y a pas de problème, vous voyez. Vers la terre d'Égypte, les Eretz, Mitzraïm. Voilà, donc ça, il n'y aurait pas de problème. Hein. Si vous mettez une autre consonne, B, Eretz, voilà, on met un shfa, parce que c'est des consonnes monoconsonantiques qui mettent en principe un shfa, comme la conjonction Vav, qui, voilà, la plupart du temps, a un shfa. Voilà. Mais la préposition min n'est pas monoconsonantique. Donc il ne suffit pas de mettre me eretz, c'est pas un shva. Alors évidemment, le problème, c'est que pareil, en hébreu moderne, le shva se prononce e. Donc les gens font des fautes, hein, les Israéliens font beaucoup de fautes. Quand vous leur demandez de vocaliser ce qu'on est en train de faire là, la plupart des Israéliens seraient incapables de le faire. Moi, je me suis suivi des cours avec des étudiants israéliens et ils avaient beaucoup de mal. Notamment parce que moi j'avais appris les shva me, RS, le shva on me disait de prononcer me à la française, là, alors qu'en hébreu moderne, le shva se prononce e. Donc on dirait B-Sefer par exemple, dans un livre, mais on dirait B-Sefer, même si c'est un shva, il se prononce e. Donc on ne sait pas faire la différence entre le shva, le tséré, le ségol, tout ça c'est e. Non, il n'y a pas de E, effectivement, en hébreu. Mais dans beaucoup de langues, il n'y a pas de E. C'est un peu, on est un peu une des rares langues, on a un E. Alors, voilà. Donc, nous, on sait faire des E. Euh, donc, nous, effectivement, donc, moi, j'avais appris l'hébreu biblique avec le shva prononcé E. Donc, je savais faire la différence entre le shva et le tséré. Bon, voilà. Mais là, en l'occurrence, donc, souvenez-vous que le problème, c'est pas juste de la prononciation du shva ou du tséré, c'est de comprendre ce qui se passe. Et en l'occurrence, de savoir que là, il s'agit de la proposition min et que le nun a été assimilé. Et que quand le nun est assimilé, donc normalement c'est un son i, avec un dagesh dans la consonne qui suit, mais comme c'est un aleph, une gutturale, on ne met pas le dagesh, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une négociation qui prend place, et on va décider de déplacer, et donc on va tirer vers le son A, parce que les gutturales aiment le son A, donc on va tirer d'un cran, on va mettre un tséré. C'est pas systématique, hein. Il y a parfois des cas avec le he, le chet, par exemple, qui sont aussi des gutturales, où on va parfois trouver quand même un chirek. Ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, quand même, on aime bien déplacer et on met un tséré. Donc, me eretz Mitzraïm, hors de la terre d'Égypte. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non? C'est bon pour vous? Ok. Alors, je regarde l'heure. Est-ce qu'on a le temps encore de faire? On va essayer de faire un petit bout encore. Est-ce qu'on a 5 minutes encore pour faire un petit bout? Euh, Pour l'évaluation. La question pour l'évaluation, Ou alors, juste je peux vous en parler. Je faudrait que je me souvienne de qu'est-ce qui est prévu pour l'évaluation. c'est un Euh, oral sur les textes qu'on a vu en cours. Il y a 10 minutes. il y a 2 oraux apparemment. Il y a 2 oraux. Le premier oral aura lieu la semaine 8, c'est-à-dire du 4 au 8 novembre. Et le deuxième oral aura lieu la semaine 13, c'est-à-dire du 9 au 13 décembre. Voilà. Et concrètement, c'est-à-dire qu'on va avoir un passage du texte et Voilà, c'est ça.
Et donc, vous avez un oral sur, voilà, sur les textes qu'on travaille ensemble. Donc là, celui-là, en l'occurrence, c'est celui sur lequel on travaille. Je ne sais pas combien de temps on va rester dessus. On verra après si on change. Mais au début, on va lentement, hein. C'est sûr que là, je comprends qu'on ne va pas aller très très loin, mais c'est un peu normal. Donc, je vais faire ça et concrètement, vous montrer, vous demander de lire un verset, de le vocaliser, de m'expliquer pourquoi vous vocalisez comme ça et pourquoi c'est pas autrement. Tout ce dont on discute pour voir si vous avez compris les mécanismes. Voilà. C'est à ça que ça va ressembler. Bon, c'est voilà, je vais très lentement au début parce que je suis conscient que voilà que ça met du temps pour certains d'entre vous en tout cas de vous habituer à ça. Voilà, mais bon voilà et donc c'est en ça que consistera l'évaluation. Et bon pour les euros, on verra avec vous. Moi, je vous donnerai des créneaux. Enfin, vous me direz quand est-ce que ça vous arrange en fait, parce que bon là c'est assez flexible. On nous a dit de faire ça, on essaie de répartir dans tout le semestre. C'est pour ça qu'on me dit plutôt la semaine 8 et plutôt la semaine 13, parce que les autres semaines, vous avez d'autres examens. Donc l'idée, c'est que vous n'ayez pas des semaines trop chargées. Donc moi, il n'y a pas de problème, je m'adapte. Et comme vous n'êtes pas non plus très nombreux, je ferai une sorte de doodle, je proposerai des créneaux. Je mettrai ça sur Moodle, là, avec des créneaux, vous choisirez, vous me direz les uns les autres. Voilà, je vous proposerai un ou deux moments dans la semaine. L'idée, c'est de tous passer. Et voilà. Bon, ok. Maintenant, bah, écoutez, on va s'arrêter là à ce moment-là. Ah, si, non, encore. J'aimerais bien quand même. Je regarde si le texte s'il n'y a pas besoin de. Comment dire. Ce serait bien d'avoir encore 3 mots de plus, si vous pensez que c'est faisable ou pas. Ou au moins un mot de plus. Allez, au moins le mot suivant. B. Chodesh. Très bien. Comment vous le vocalisez? Shva. Problème, oui. Un ségol. Et le shin, très bien. Ok. Euh, les autres, vous avez fait pareil, tout le monde est d'accord? Et le dagage dans le bet. Très bien. Bechodesh. C'est bon pour tout le monde? Alors effectivement, c'est comme ça qu'il faut le vocaliser. La mère de lecture Vav vous aide évidemment, parce que sans mère de lecture Vav, ça pourrait être Hadash, hein, il y a l'adjectif Hadash, Bechadash, mais là en l'occurrence c'est Chodesh. Chodesh c'est le mois. La racine Hadash c'est la racine de la nouveauté, hein. Hadash adjectif nouveau. Donc c'est le renouveau, hein. Le Chodesh c'est le renouveau littéralement. Le renouveau de quoi? Ben, le renouveau du cycle lunaire. La lune recommence son cycle. Donc c'est la nouvelle lune en fait, hein, c'est la néoménie. Il y a un autre terme hein, pour le mois, c'est Yareach, en hébreu, de la racine de la lune. Là, pour le coup, on dit la lunaison. Donc, vous avez lunaison et néoménie. Alors, Chodesh, j'en profite juste pour vous dire, puisque j'ai parlé des ségolés, eh ben, ça tombe bien, parce que figurez-vous que Chodesh, c'est un ségolé aussi. C'est un Shem Koutl, cette fois-ci. C'est un Shem Koutl. Donc, vous allez avoir la racine primitive qui va être Chouch. Donc il faudrait l'écrire comme ça. Normalement, on aimerait l'écrire Chouch. Mais évidemment, alors il y a un premier problème qui est que, d'une part, la gutturale ici va préférer le son A, donc on va tirer d'un cran. Donc assez souvent, vous aurez Chouch, hein, au lieu d'un O, au lieu d'un OU, vous tirez d'un cran vers le son A. Et bien sûr, donc, qui est la seule voyelle, la seule vraie voyelle, mais là encore, finir par deux consonnes, c'est pas possible. Chouch, on n'aime pas ça, donc on va mettre un petit ségol d'une voyelle d'appui, Chodesh. Mais dans Chodesh, la vraie voyelle, la seule vraie voyelle, c'est le O. C'est pour ça qu'on met l'accent sur Chodesh. Et c'est pour ça aussi que si vous dites mon moi, vous repartez sur la base Koutl, Chouch, Chouch, et vous dites Chouchi, Chouchi. Donc, voilà, vous pouvez mettre comme ça. Chouchi. Et même le I va prendre l'accent, ici, le Chouchi. Et donc, vous allez même assez souvent, alors soit vous l'écrivez comme ça, Chouchi avec un cholem, soit même vous pouvez décaler encore d'un cran, c'est mettre un kametz. Chouchi. Mais là, c'est un kametz ratouf, comme on dit, hein, c'est le kametz qui se prononce haut. Chouchi.
Donc ça, vous le verrez écrit comme ça. Il ne faut pas le lire Khatchi, il faut lire Khotchi. Ça vient d'un O qui vient lui-même d'un O en fait. Donc c'est encore un exemple de ségolé. Je vous dis, les ségolés, il y en a beaucoup dans la Bible. Donc il faut prendre l'habitude de les repérer. Là, voilà. Eretz, c'est un Shem Katl, c'est un ségolé. Chodesh, c'est un Shem Koutl, c'est aussi un ségolé. Donc, Be-Chodesh. Alors, vous voyez, le Vav ici, en arabe, on a pris l'habitude de dire que les mères de lecture indiquent la longueur de la voyelle. D'accord? En arabe, les normes orthographiques de l'arabe, c'est-à-dire la mère de lecture dit que la voyelle est longue. Ici, la voyelle, elle n'est pas longue, hein, c'est une voyelle courte, c'est un OU bref, qui dit un O bref. Mais la mère de lecture est là juste pour vous dire, non, c'est pour vous dire si vous mettez juste que c'est pas Khadash qu'il faut lire ou un autre terme, parce qu'avec les trois mêmes consonnes, vous pouvez lire plusieurs choses, ou Chidesh, ou ce que vous voulez, etc. Non, c'est Chodesh. Ou Birdosh, tu vois, enfin, je veux dire, on pourrait imaginer un Shem Ktol, etc. Enfin bref, voilà. Donc, le Vav, il est là pour ça. Donc, ne soyez pas surpris de voir des mères de lecture, même si vous n'avez pas l'habitude. Ça va au contraire vous aider d'une certaine manière à savoir quel est le mot qu'il faut lire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur Chodesh? Donc, on a vu les ségolés, Katl, Kitl, Koul. Vous voyez, on fait des révisions de grammaire par la même occasion. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Il est 57, on a bien travaillé. Bon courage à tous. Continuez à avancer sur le texte. On va essayer d'aller un peu plus vite, hein, une fois qu'on aura pris le pli. Voilà, normalement, vous allez vous améliorer aussi, hein, c'est le but. Et donc voilà, travaillez bien. Et merci d'être venus, ceux qui étaient présents ici à Strasbourg, ceux qui sont présents aussi à distance, en direct, en différé. On se retrouve la prochaine fois.